asungami na secrétaire général elongo na balandi na ye tozali kotambola alima kotambola na biso ezali kitoko yango napesi bino longolia moto abangisa bino te totikala kaka wana na nsima ya bakonzi na biso tokochange te emata ekita toza na nsima ya bakonzi na biso eza boye te balobi yo tozoyoka bango esu te balobi yo tozoyoka bango esu te boyoka biso te bien bino bobosali te bozwaki bokulaka botiele esika oyo alobaka te soki président national alobi te bongongo oyo koyoka na makasi oyo elandi eza ya ye eza boye te bino bokangi yango eloba te bokulaka yeyo lelo akosakola akopesa position asakola Merci beaucoup et je dis grand merci à l'honorable Mayo Mambeke, notre secrétaire interfédéral pour la présentation et pour le message, pour l'introduction. Mais liboso toloba tobwa kama slogan muke. Boya nolangai. Bomba bomba. Bomba bomba. Olukaka makambwe. Olukaka makambwe. Mesdames et messieurs de la presse, une fois encore, nous nous retrouvons ici, vous et moi, dans le cadre de cette conférence de presse organisée pour communiquer la position de notre parti, l'Union pour la nation congolaise, sur la situation politique du pays. Je suis encore une fois ému et flatté par votre présence et je ne peux que m'en réjouir et vous remercier du fond du cœur. Notre rôle d'acteur politique nous place dans l'obligation de communiquer régulièrement à la nation à travers la presse qui représente le quatrième pouvoir, la manière dont le pays est dirigé par ceux qui en ont la charge, en dénonçant les dérives éventuelles constatées et en faisant des propositions et des contre-propositions au gouvernement, le tout pour contribuer de façon constructive à l'éclosion d'une véritable démocratie dans notre pays, celle qui est ancrée dans les habitudes et non celle qui est seulement chantée sans être d'application, comme c'est le cas en RDC. La vie du pays et le destin national en dépendent. Cela étant, la présente conférence de presse portera sur 6 points. 1. La saisine de la Cour constitutionnelle par le gouvernement et la CENI. 2. La campagne tendant à susciter la révision de la Constitution sur le média de l'État. 3. L'enquête annoncée dans le cadre de la fosse commune de Maluku. 4. Les discours xénophobes de l'honorable Demwana Semi dans le Congo central. 5. La saisie de l'aéronef de la nouvelle compagnie nationale Congo Airways par les autorités irlandaises et les sorts réservés aux personnels navigants et au sol des lignes aériennes congolaises. Et puis 6. La déstabilisation des fonctionnaires et agents de l'État. Il vous souviendra qu'à la veille du découpage précipité de certaines provinces du pays, le gouvernement avait annoncé par la bouche du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur un calendrier fixant le processus d'élection des gouverneurs de province à démembrer, alors qu'il n'en a ni qualité ni titre.
Au lendemain de cette opération, la Commission électorale nationale indépendante avait à son tour rendu public un autre calendrier qui fixait au 28 juillet la date limite pour les dépôts des candidatures au poste de gouverneur de province. Pour des raisons inconnues mais faciles à deviner, ce délai a été prolongé jusqu'au 21 août. Alors que l'opinion attendait d'être fixée sur les candidatures enregistrées, la centrale électorale a, contre toute attente et sans précision, publié un communiqué laconique selon lequel le dédépouillage ayant été fait sans préparation, elle pourrait harmoniser les vues avec le gouvernement sans communiquer ni les candidatures enregistrées, ni la date d'élection des gouverneurs de province concernés. Cette situation savamment créée et entretenue à dessein par la majorité au pouvoir, avec la complicité de la CENI et qui suscite des réactions en sens divers, ne pouvait nullement nous laisser indifférents. Elle renforce l'incertitude et aggrave les angoisses quotidiennes de notre peuple quant à la volonté réelle de l'actuel président de la République et sa majorité de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 27 novembre 2016. Cette situation est d'autant plus dangereuse qu'elle prend les allures d'une entrée dans le fameux glissement, de façon à permettre à l'actuel président de la République de demeurer indéfiniment au pouvoir, même sans élection, plongeant ainsi le pays dans un coup d'État constitutionnel permanent. C'est un vide juridique qu'il faut absolument éviter, car il ne sera ni dans l'intérêt du peuple, encore moins de ceux qui œuvrent pour cela. Voilà pourquoi nous avons tenu à organiser cette conférence de presse pour dénoncer ces manœuvres dilatoires de la part du gouvernement, manœuvres visant à préparer le glissement dont notre peuple ne veut en aucune fois entendre parler. L'astuce est très vite trouvée. Ne rien faire en paralysant la CENI par la privation des moyens, notamment, et rebondir plus tard pour évoquer la complexité du processus et le temps insuffisant pour tenir tous les scrutins dans les délais fixés par la Constitution. Cela appelle de notre part les interrogations suivantes. 1. Pourquoi, à l'expiration du délai butoir, la CENI n'a-t-elle pas clôturé le dépôt des dossiers des candidatures et fixé la date de la tenue de l'élection des gouverneurs de province? 2. Pourquoi, à l'expiration du délai butoir, la majorité au pouvoir n'a-t-elle pas, elle aussi, déposé les dossiers de ces candidats? 3. Pourquoi, à l'expiration du délai butoir, le gouvernement est-il resté jusqu'à ce jour muet sur la question préoccupante de gestion et d'administration des provinces démembrées? Face aux tergiversations des uns et des autres, nous nous sommes employés à rechercher les causes de cette situation avant de découvrir la boîte à Pandore, qui détient l'agenda caché du régime décadent. En réalité, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, non seulement la majorité au pouvoir avait violé la Constitution, mais aussi elle refuse de se rendre à l'évidence que le pouvoir est en train de la quitter, que le peuple veut l'alternance démocratique au sommet de l'État et que surtout il ne sert à rien d'opérer un passage en force à l'issue incertaine et aux conséquences incalculables. En réalité, les pouvoirs de Kinshasa, qui a manipulé toutes les élections des gouverneurs de toutes les provinces du pays depuis 2006 jusqu'à ce jour, a perdu confiance à sa capacité de continuer indéfiniment à dicter des consignes aux députés provinciaux pour orienter leur choix en faveur des différents candidats préparés pour faciliter le glissement. La majorité a au moins une certitude, celle de perdre l'élection des gouverneurs dans toutes les provinces. Voilà de quoi elle a peur, voilà pourquoi elle tergiverse, voilà pourquoi elle peine à transmettre les dossiers de candidature de ces hommes à la centrale électorale. Dans cette tergiversation, le calcul est simple. Placer la CENI dans les capacités matérielles et techniques d'organiser l'élection des gouverneurs de province et par voie de conséquence, saisir la Cour constitutionnelle, ce qui est déjà fait,
pour obtenir son aval et sous prétexte d'exception et cas de force majeure, dissoudre les assemblées provinciales et nommer des gouverneurs de son obédience pour continuer à organiser le désordre et l'anarchie sur l'étendue du territoire national. C'est cela l'agenda caché. C'est aussi cette carte que joue en silence la majorité et la CENI à travers la saisine de la Cour constitutionnelle. Pour couvrir leur forfait, la majorité et sa CENI ont effectivement saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de la loi sur la libre administration des provinces pour obtenir de cette institution un avis favorable, constituant son feu vert pour perpétuer un énième désordre institutionnel et légal. D'ores et déjà, l'UNC, notre parti, soucieux de préserver la légalité, rejette catégoriquement et condamne énergiquement toute nomination, fût-elle par ordonnance présidentielle, des gouverneurs de province récemment démembrés. L'UNC considère pareille manœuvre comme un coup porté au processus de démocratisation de la RDC, lequel coup a commencé depuis le refus d'organiser des élections provinciales de 2011 jusqu'à ce jour, permettant une prolongation illégale de mandat des députés provinciaux et des sénateurs. Refusant le recul de la démocratie dans notre pays par le pouvoir en place, l'INC met en garde la majorité au pouvoir contre une telle décision qui énerve la Constitution, en ce qu'en aucune de ces dispositions, elle ne reconnaît au président de la République un tel pouvoir, en dehors de celui d'investir les gouverneurs après l'élection organisée par la CENI. C'est donc pas la CENI qui est incapable d'organiser l'élection des gouverneurs de province, c'est plutôt la majorité qui n'est pas sûre de gagner la dite élection, ni de rassembler ces troupes qui freinent et bloquent le travail de la CENI, dont personne n'ignore le niveau d'inféodation au pouvoir en place. On sait pourquoi. La preuve, les assemblées de provinces démembrées qui viennent de clôturer leur session ont été empêchées de mettre en place leur bureau définitif et dans la foulée élire les gouverneurs de province. C'est ici le lieu de dénoncer les rôles combien délicats et même dangereux pour la nation, le rôle que le pouvoir en place et la CENI attendent de faire jouer à la Cour constitutionnelle afin de les aider à réaliser leur conspiration contre la République en favorisant la prolongation du mandat de l'actuel locataire du Palais de la Nation au délai du délai constitutionnel. Institution hautement républicaine et dernier rempart sur lequel l'espoir constitutionnel de toute la nation repose, l'espoir constitutionnel de toute la nation, la Cour devra se montrer très ingrate vis-à-vis des fossoyeurs de la République qui, par leur forfaiture, cherchent à la discréditer aux yeux du peuple alors qu'elle n'est qu'à ses débuts. Mesdames et messieurs de la presse, savez-vous que le président des assemblées provinciales démembrées avait été séquestré pendant plus d'un mois d'ordre du ministre de l'Intérieur pour les empêcher d'aller préparer et superviser l'élection des gouverneurs dans leurs provinces respectives? Cette restriction des libertés de mouvement à laquelle était astreint le président des organes délibérants des provinces, s'il faut le dire, c'est la preuve du triomphe de l'arbitraire dans la gouvernance du pays, où des individus se permettent n'importe quel excès et n'importe quel abus de pouvoir. La compétence d'élire les gouverneurs des provinces, il ne peut pas y avoir d'exception à la loi. Ou c'est une république, ou c'est une junte, ou tout simplement c'est le Gondwana, pays de rêve, de dictateurs, où les illusions et les humeurs du président fondateur font force de loi et s'imposent à tous. Ou c'est une république, ou c'est une junte, ou encore tout simplement le Gondwana, pays de rêve et de dictateurs, où les illusions et les humeurs du président fondateur ont force de loi et s'imposent à tous. Notre parti, l'INC, se refuse à croire que la RDC en soit arrivée jusqu'à ce point, ni réduite jusqu'à ce niveau. Autant le président de la République n'a aucune compétence, même fictive,
de nommer les gouverneurs de province, autant la Constitution ni aucune loi de la République ne lui offre la possibilité de confier cette charge, même à titre provisoire par ordonnance, à tout autre acte généralement quelconque, à qui que ce soit. L'INC met en demeure quiconque peut prouver le contraire. La fonction des gouverneurs de province est une fonction constitutionnelle, une charge constitutionnelle fixée par l'article 198 de la Constitution. Elle ne peut, pour quelque motif que ce soit, être dépouillée de son contenu ni réduite en néant par la nomination de soi-disant gouverneurs intérimaires ou de hauts fonctionnaires, fonctions non prévues par la Constitution. En agissant ainsi, les pouvoirs ne fait que renforcer la conviction de tous ceux qui doutent de sa bonne foi et qui estiment avec raison qu'il est déterminé à plonger le pays dans l'incertitude des lendemains et dans le chaos, et c'est à travers la multiplication des décisions dont la légalité et la régularité posent un sérieux problème. Les pouvoirs ne doivent pas se permettre de prendre tout un pays et ses institutions en otage. C'est dangereux, même contre tout l'or du monde, le peuple congolais n'en veut pas et ne se laissera pas faire. Ce n'est pas parce que la majorité n'est pas sûre de gagner une élection qu'elle doit en empêcher la tenue. Ce n'est pas parce que l'actuel chef de l'État ne sera pas candidat en 2016 que l'élection présidentielle ne devrait pas se tenir. Ce n'est pas non plus parce que la Constitution interdit un troisième mandat qu'il faut user de toutes sortes de manœuvres pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de notre peuple. Nous mettons la commission électorale devant ses responsabilités pour qu'elle procède sans délai à l'élection des gouverneurs de province pour permettre à celle-ci de se doter provisoirement des animateurs en charge de leur administration et de l'encadrement de la population. En tout état de cause, et au cas où cette décision ne serait pas possible, l'UNC suggère au gouvernement de renoncer carrément à son projet de démembrement de province, projet dont la mise en œuvre précipitée se révèle un cuisant échec, et de retourner à l'ancienne organisation territoriale administrative du pays, soit 10 provinces plus la capitale ville de Kinshasa. En attendant qu'un nouveau pouvoir élu, et je crois que c'est celui de l'INC, responsable et croyant, vienne préparer les conditions de la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Il sera souhaitable pour le gouvernement, s'il a encore le sens de l'honneur, d'abroger purement et simplement la loi de programmation. Et ce serait juste. C'est pourquoi, convaincu des qualités tant morales qu'intellectuelles, de l'expérience professionnelle des membres de la Cour constitutionnelle, nous nous permettons de faire confiance à ces corps d'élite, tout en les invitant à ne dire que le droit, le vrai, sans céder aux caprices ni à la pression d'un régime en fin mandat et qui cherche à entraîner dans sa chute toutes les institutions de la République. Nous lançons un appel vibrant aux magistrats de la Cour constitutionnelle pour leur dire que le peuple leur fait confiance. Il n'attend pas d'être roulé dans la farine ni humilié comme autrefois par la défunte Cour suprême de triste mémoire. Comme elle a su bien dit dernièrement le président de cette Cour, l'arbitraire ne peut pas avoir de place dans l'interprétation des lois de la République. Nous les plaçons devant leurs responsabilités devant Dieu, le peuple et la nation pour sauver la République des dérives dans lesquelles veut le plonger la majorité actuelle. Demain, nous lançons un sévère avertissement et une mise en garde à la commission électorale pour qu'elle puisse revoir sa conduite et s'amender en vue de donner la preuve de son indépendance en se démarquant des voies et projets malicieux de la majorité au pouvoir. Mesdames et messieurs de la presse, nous ne le dirons jamais assez, la Constitution l'a déjà tranché. Il n'y aura pas de troisième mandat possible pour l'actuel président de la République. La Constitution a déjà réglé pour cette question de manière définitive. Tout exercice du pouvoir par ce dernier, au-delà du 19 décembre 2016, n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État constitutionnel. Quand les auteurs
Les co-auteurs et les complices seront tenus responsables et par conséquent s'exposent à des poursuites judiciaires pour haute trahison. Article 64 de la Constitution qui stipule dans son premier alinéa toute tentative de renversement. Alinéa 2, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, punie conformément à la loi. C'est ici le lieu de dénoncer tous les arrangements, tous les apartés depuis quelque temps par les pouvoirs en place, dont les émissaires sillonnent les différentes résidences des opposants et seront de même dans les pays étrangers, tout cela dans le but d'obtenir la caution morale à leur tentative de conservation et de confiscation du pouvoir, donc l'avènement du glissement. C'est ici également le lieu de condamner la campagne médiatique organisée par la majorité au pouvoir sur le média d'État, campagne tendant à faire croire à l'opinion que l'actuel chef de l'État aurait encore droit à demeurer au pouvoir au-delà du 19 décembre 2016 et que pour cela la révision constitutionnelle serait une obligation. Il est regrettable de constater que cette propagande de mauvais goût est orchestrée et véhiculée par des officiels pourtant conscients de la gravité et de l'inopportunité de leur démarche. Ceci est d'autant plus grave quand ces propos sont relayés par un ministre en fonction, professeur de son État, et qui affirme pince sans rire que tous les Congolais sont incompétents, sauf Joseph Kabila, dont il éprouve une grande envie et un grand désir. Dans un pays sérieux, ce genre de personnages devrait être non seulement écarté du gouvernement, mais aussi déféré devant la Cour constitutionnelle. Le silence du président Kabila étonne, alors qu'avant son entrée en fonction, il avait prêté serment devant Dieu et la nation d'observer et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Article 64 de la Constitution. L'UNC appelle notre peuple à la vigilance et met en demeure le gouvernement pour qu'il cesse cette campagne de désinformation de l'opinion et de déification de l'actuel président de la République qui, comme on le sait, a déjà fait son temps et peut désormais s'en aller tout en restant à la réserve de la République. Il y a une vie après la présidence. Vouloir opérer un passage en force avec des sondages orduriers est un jeu dangereux que notre peuple n'est pas prêt à accepter. Bien plus, vouloir intimider la population en utilisant l'épouvantail sécuritaire, c'est tout simplement inadmissible pour notre peuple. Pour ceux qui en doutent encore, qui se souviennent comment déterminer comme un seul homme le peuple congolais peut défier pendant une semaine l'appareil répressif du pouvoir en place au prix des sacrifices suprêmes. C'est ici le lieu de rendre hommage à tous les martyrs de démocratie tombés au cours de ces dernières années de lutte. Le peuple est debout, à l'étranger comme au pays, il a chassé la peur et de façon définitive. Mesdames et messieurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, l'opinion tant nationale qu'internationale a été stupéfaite d'apprendre que les services publics avaient procédé à l'inhumation clandestine de dépouilles mortelles de certains de nos compatriotes dans une fosse commune de l'ancien cimetière de Malou. Poussé à s'expliquer, le gouvernement avait commencé par nier les faits avant d'avouer qu'il s'agissait plutôt des indigents morts-nés et fœtus venus de l'hôpital général de référence de Kinshasa et que l'on aurait enterré dans ce que d'aucuns ont appelé tombe commune. Voulant apaiser la colère des familles, des organisations des droits de l'homme, des partenaires bi- et multilatéraux de la République, le même gouvernement avait annoncé, non sans empressement, qu'une enquête avait été diligentée et que la suite allait être connue dans le meilleur délai. Plusieurs mois après, force est de constater qu'aucune révélation n'a encore été faite.
autant qu'une interpellation pour nous inconnue n'a encore eu lieu dans le cadre de la dite enquête. L'équipe qui en a la charge n'est même pas connue, ce qui sème le doute quant à la volonté réelle du gouvernement de clarifier cette affaire et d'en préciser tous les contours. Plus le silence persiste, plus il renforce l'inquiétude des familles qui cherchent leurs enfants disparus à la suite de l'opération du COFI, des événements du 30 décembre 2013 à la RTNC et de ceux du 19 au 25 janvier 2015. À ce sujet précis, le président de la République avait donné toutes les garanties quant au bon fonctionnement, au bon déroulement de l'enquête et à son heureux aboutissement. C'était lors de l'audience qu'il avait accordée à son office au directeur général de Human Rights Watch en séjour à Kinshasa. Et l'opinion qui avait suivi cet engagement du président de la République espérait voir à cette enquête rendre publique ses conclusions qui, malheureusement, traînent encore. C'est pourquoi l'INC réitère sa demande au gouvernement d'exhumer le corps pour besoin de transparence et de sa propre crédibilité, de rendre public son délai, ne serait-ce que les conclusions préliminaires de l'enquête supposée en cours sur la fosse commune de Maluku, en précisant les responsabilités éventuelles et en relevant l'identité des personnes déjà interpellées, tout comme de celles inhumées, il y va de sa crédibilité. Cette œuvre macabre ne demeurera pas impunie. C'est pourquoi l'UNC invite l'opposition politique, la société civile et les organisations des droits de l'homme à faire pression sur le gouvernement et la Commission des droits de l'homme de Genève à diligenter rapidement une enquête indépendante sur le charnier de Maluku. Mesdames et messieurs de la presse, l'Union pour la nation congolaise tient à rappeler au souvenir de l'opinion qu'entre 2007 et 2008, un massacre avait été perpétré contre nos compatriotes dans la province du Congo central. Ils étaient tous membres du mouvement politico-religieux Bundu Congo, dont le principal animateur n'est autre que l'honorable Némoana Seli. Ce dernier avait été, lors du gouvernement, interdit d'accès à la province du Congo central, d'où il était presque banni. Ceux de ses fidèles qui avaient survécu au massacre avaient été arrêtés et envoyés en prison. Certains jusqu'à ce jour. À la demande du procureur général de la République de l'époque, il devait lui-même, après retrait de ses immunités parlementaires, être arrêté. Il a eu la vie sauve grâce au président de l'Assemblée nationale de l'époque qui avait opposé une fin de non-recevoir à cette requête manifestement initiée pour accueillir injustement un élu du peuple. Faisant d'une pierre à deux coups, les nouveaux chantres de la transition lancent publiquement et impunément des appels à la haine ethnique et tribale en demandant à la population des Congo de chasser les non-originaires, leurs compatriotes. Qu'il met en demeure d'apprendre le Kikongo dans les 3 mois. Et tout cela dans l'indifférence totale, sinon la complicité du gouvernement. Est-ce qu'il en faut pour faire des similitudes avec les radios de 1000 collines, de tristes mémoires au Rwanda? Mesdames et messieurs de la presse, plusieurs fois on l'a dit, le Congo, un pays sinistré, et son peuple vit un état catastrophe permanent. Je voudrais ici relever un cas très préoccupant, mais qui se passe sous silence au sein de l'administration publique congolaise, à la suite d'une série de mesures scélérates prises par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. En effet, au lendemain de la clôture de l'année académique de l'École nationale d'administration et en sigle, le ministre de la fonction publique a procédé sans concours au recrutement collectif par admission sous statut de tous les jeunes diplômés sortis de l'ENA. Là n'est pas le problème. Seulement, au lieu de suivre la procédure prévue par les statuts du personnel de carrière des services publics de l'État en la matière, le ministre a admis sous statut les énarques au grade supérieur et les a parachutés
sans expérience à des postes de commandement au sein de l'administration publique, postes non vacants au moment de leur affectation. Ces mesures du ministre de la fonction publique violent les dispositions pertinentes de la Constitution en ce qu'elles concernent le droit de l'emploi et partant, elles violent l'avantage des statuts. C'est pourquoi l'INC dénonce les mesures discriminatoires prises par le ministre de la fonction publique et met en demeure de le retirer et le réexaminer dans le cadre d'une commission paritaire, gouvernement, syndicat et favoriser le dialogue au sein de l'administration. L'INC en appelle aux fonctionnaires pour qu'ils fassent bloc autour de leurs syndicats pour défendre leurs intérêts bafoués par le gouvernement. Trop, alors c'est trop. Le gouvernement a le devoir de sécuriser la carrière de ses agents en leur assurant des conditions idéales de travail, une rémunération décente et une fin de carrière honorable. Il est regrettable de souligner qu'en dépit de la croissance élevée qui place le pays sous le cap de l'émergence, le simple barème de bourse n'a jamais été appliqué. Pour quel motif? Même la bancarisation qui avait suscité autrefois beaucoup d'espoir s'élève aujourd'hui une escroquerie qui pèse lourdement sur le pauvre fonctionnaire, dont une bonne partie du salaire est diluée dans les frais de tenue de compte, d'impôts et même d'accès au macaron à retirer auprès du préposé de la banque. Quelles sont devenues les opérations de coulage de recettes, des taxes sur la valeur ajoutée? Où sont passées les sommes perçues dans le cadre de toutes ces opérations? Décidément, le gouvernement semble accumuler et atasser plein de cadavres dans ces placards de sorte qu'il ne sait plus à quel sens se vouer. Il y a peu, l'opinion a été informée par voie des ondes de l'acquisition et plus tard de l'arrivée tonitruante d'un aéronef du type Airbus A320 d'occasion, acheté auprès d'une compagnie étrangère. Cette manifestation retransmise en direct sur les antennes de la télévision nationale était présidée personnellement par le Premier ministre, qui ne s'était pas empêché de faire le déplacement de l'aéroport pour réceptionner les dix aéronefs baptisés du nom du héros national Patrice Emery Lumumba. À cette occasion, l'opinion a été informée de l'arrivée imminente d'un deuxième aéronef et du lancement du vol inaugural le 25 août. Curieusement, à cette date, c'est-à-dire le 25 août, et contrairement à l'attente de certains compatriotes de prendre place à bord du premier vol de Congo Airways, le gouvernement s'est imposé un silence radio qui cache mal ses angoisses et sa gestion affairiste de ces dossiers. Ni le Premier ministre, ni le ministre des Transports, encore moins celui des Communications, personne ne s'est donné la moindre peine de communiquer à notre peuple les raisons à la base de l'annulation du vol inaugural, qui du reste semble de plus en plus hypothétique et incertain. Qu'en est-il au juste? Il appartient au gouvernement d'éclairer la population sur ces dossiers et d'éviter de couler sous un mur épais de silence qui couvre la voie à la spéculation. Les informations à notre possession indiquent que ce premier aéronef n'a pas réussi à transporter le premier passager à cause d'une panne apparemment sérieuse d'un réacteur. Comme le marin ne vient jamais seul, l'opinion a été informée peu de la saisie par les autorités judiciaires irlandaises du deuxième appareil de Congo Airways, à la suite d'une plainte pour créance due par l'État congolais à une compagnie minière dénommée Miminko. Dès l'annonce de la saisie, les voix s'étaient élevées pour démentir cette information, avant que sur son compte Twitter, le Premier ministre ne confirme les faits. Cela traduit la manière dont les affaires de l'État sont traitées à nos lieux et qui ne rassure personne. Toujours à ce sujet, le gouvernement ne doit pas perdre de vue qu'avant de créer Congo Airways,
Il a existé dans ce pays une compagnie aérienne dénommée Air Congo, puis Air Zaïre, avant d'être rebaptisée Ligne aérienne congolaise, LAC ainsi. Cette compagnie première du genre dans le pays avait fait la fierté de la République à travers sa flotte et l'ensemble de son personnel, tant navigant que celui au sol, dont la plupart avaient bénéficié aux frais de la République de plusieurs formations et stages à l'étranger. Il est tout à fait indiqué qu'en créant la nouvelle compagnie, la priorité de recrutement soit accordée au personnel des lignes aériennes congolaises, parce que c'est l'État qui avait consenti d'énormes sacrifices pour leur mise en niveau, au point qu'ils avaient acquis plusieurs connaissances en matière de navigation et de facilitation aérienne. Curieusement, le gouvernement semble avoir opté pour le renvoi pur et simple des anciens agents et cadres de lignes aériennes congolaises condamnés à la misère, une retraite anticipée et sans indemnité, ce qui est contraire à la législation sociale qui astreint l'employeur à l'obligation d'assurer la prise en charge totale de son personnel avant et après sa cessation d'activité. Nous voulons ici interpeller le gouvernement pour qu'il ne jette pas dans la rue les pères et mères de familles nombreuses qui se sont sacrifiés durant plusieurs années au service du pays pour faire sa fierté en matière d'aviation. Il y va du respect des droits économiques et sociaux des citoyens. Agir autrement ne ferait qu'élargir le cercle de mécontents qui accusent l'actuel gouvernement d'être ni la bonne direction. Son instinct belliqueux de conservation du pouvoir les pousse à précipiter tout le pays et son peuple dans l'abîme et le chaos à cause de sa mauvaise foi avérée. Le pouvoir semble déterminé à créer des conditions d'une impasse pour tenter de justifier ses actes qu'il entend poser demain. L'INC s'y oppose et s'y opposera par tous les moyens légaux, de concert et en communion avec le peuple et tous les partenaires de l'opposition. C'est pourquoi notre parti appelle le peuple congolais tout entier, les élites et toutes les personnes de bonne volonté à redoubler de vigilance pour surveiller de près les faits et gestes du pouvoir en place et l'empêcher par toutes les voies légales de réaliser son projet malicieux du coup d'État constitutionnel. L'UNC en appelle au sursaut patriotique de tous et à la prise de conscience par chacun des dangers qui guettent la nation. Nous voulons tirer la sonnette d'alarme pour réveiller les consciences des uns et des autres, afin que tous, dans un élan de patriotisme, nous puissions barrer la route aux manœuvres dilatoires d'un pouvoir moribond et qui n'appuie d'aucun projet, aucune recette à vendre au peuple. Cet appel au rassemblement concerne tout le monde, membres de l'opposition, membres de la majorité qui sont contre le glissement, de la société civile, de la diaspora et tout citoyen qui refuse la violation de la Constitution de la République. L'union fait la force et devant la nation en péril, il n'y a point de couleur politique. Rendez-vous le 15 septembre 2015 à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de Nzili, pour lancer les actions de mise en œuvre des dispositions de l'article 64 de la Constitution. Beaucoup de gens ont soif d'attendre le président national de l'INC, Mwanamboka Vital Kamerhe. Il parlera tout comme les autres leaders du parti lors de ce meeting du 15 septembre prochain. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, Jean Jaurès, un éminent dirigeant socialiste français, disait, je cite, « À celui qui n'a plus rien, la patrie reste son seul bien. » Je voudrais répéter. « À celui qui n'a plus rien, on vous a tout volé, on vous a tout arraché. L'unique bien qui vous reste, c'est votre pays. » Fin de citation. Nous disons à notre peuple
dépouillé de tous ses droits, de toutes ses richesses, clochardisé afin que la RDC, notre pays, reste le seul et l'unique bien dont nous pouvons fièrement revendiquer la propriété inaliénable. Pour cela et pour rien au monde, nous ne permettrons à personne, ni à un groupe d'individus, de s'accaparer de tout le pays, avec tout son patrimoine. Fini l'époque des intouchables et autres guides éclairés et timoniers de la République. Nous voulons qu'aux hommes forts succèdent des institutions fortes. La fin imminente d'un mandat de chef de l'État ne peut servir de prétexte à une crise politique. Il est temps de se préparer à passer la main. Il est temps d'éviter à notre peuple les conséquences néfastes de l'entêtement. Bomba bomba! Allez! Bomba bomba! Allez! Olukaka makambwe! Olukaka makambwe! Je vous remercie. Merci. Par rapport à l'honorable secrétaire général sera réfléchi. Au début de cette conférence de presse, j'ai suivi l'honorable Baudouin Maillot qui disait tout à l'heure que tout allait bien au sein du parti et que vous communiez parfaitement et que le membre du parti respectait le principe et le fonctionnement du parti. Mais est-ce le cas avec l'honorable Bitakwira? S'il vous plaît. Sur le point que vous avez élevé tout de suite, vous avez évoqué la question en ce qui concerne les élections des gouverneurs des nouvelles provinces. Mais jusque-là, le président de la République ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Et nous savons au niveau du Parlement, que ce soit à la Chambre haute du Parlement, à la Chambre basse, il n'y avait pas encore un texte qui pouvait donner donc accès au chef de l'État de nommer le gouverneur. Pourquoi ne pas attendre que la session ne puisse revenir, qu'il y ait un texte, si lui est proposé comme ça, à partir de vos députés nationaux, qu'on ait un texte qui permettra plutôt qu'on ait le gouverneur élu, au lieu de se prononcer comme ça, de refuser toute nomination. Parce qu'il n'y a pas encore un texte qui permet au chef de l'État de nommer le gouverneur de nouvelle province. Pourquoi ne pas attendre donc la session de septembre revenir et avoir une initiative parlementaire qui pourra donc donner accès qu'on ait des élections de gouverneur? Ruffin Bimbalona pour M. Lanapi. Ma question elle est très simple, c'est le CGF. Quelle relation l'IMC entretient aujourd'hui avec d'autres partis de l'opposition, et particulièrement l'UDPS? Je suis aussi Martin Bouillant par la télévision. Chaque fois, monsieur le secrétaire général, honorable, vous faites toujours allusion, vous êtes trop regardant au niveau de la CENI. Mais tous dans la salle, nous savons que l'Union pour la nation congolaise est également représentée au niveau de la CENI. Moi, je voudrais savoir, chaque fois quand vous êtes trop regardant à la CENI, vous faites quoi de votre membre, de votre délégué à la CENI? Point de besoin de le citer, vous le savez. Merci. Merci beaucoup pour la pertinence des différentes questions. La politique salariale de l'INC, il faut pénétrer notre projet de société. Et si nous voulons que l'INC dirige ce pays, parce que nous avons les compétences, nous avons un chef qui a des idées nettes et claires sur la gestion de notre pays. Les fonctionnaires congolais sont mal payés, pas parce que l'État congolais n'a pas de moyens, mais c'est un problème de volonté politique. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous produisons plus d'1 million de tonnes de cuivre? Où part cet argent? Savez-vous que le pétrole du Congo
tout l'argent qui sort du pétrole, ça part où? Tout ce qu'il y a comme mining, les sociétés minières, moi je suis parlementaire, dans le budget de l'État, ça ne figure pas. Cet argent qui est laissé Boa Ngouma, qui avale ça? La redistribution des ressources, ça pose un problème dans notre pays. Si vous voyez l'immeuble intelligent, je me pose la question si cet immeuble est plus intelligent que le palais du peuple. L'immeuble intelligent qui est là, où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour construire cet immeuble? Et je peux vous poser la question, il n'y a pas que l'immeuble intelligent, beaucoup de dossiers. Mon président du groupe parlementaire ne cesse de répéter que Babouka Kess, il y a l'État. Il y a beaucoup d'argent du gouvernement qui voltige. C'est pourquoi vous voyez les immeubles pousser comme des champignons. Vous êtes un agent de l'État, comment vous pouvez construire un immeuble de 10 étages? Il y a un problème. Je crois que la première chose, c'est de remettre que l'INC mettra en place, de restaurer l'autorité de l'État, mobiliser les recettes de l'État, et les Congolais peuvent jouir des richesses de leur pays. Dans ce pays, les Congolais souffrent. Nous ne sommes pas contre les étrangers, mais c'est en complicité avec certains compatriotes sont en train de piller notre pays. La recette, c'est ce que Vital Kamerhe va amener au-delà de 2016. Et je crois, dans le 2-3 ans, nous pouvons résoudre le problème des fonctionnaires. C'est un problème de volonté politique. Si nous avons un patriote à la tête du pays, on peut résoudre le problème des travailleurs, des fonctionnaires, voulais-je dire. Le journaliste du Congo me pose la question sur le collègue Bitakwira. J'ai suivi la réaction de la salle. Je crois que vous l'aimez encore. Mais écoutez, je voudrais dire ceci, que la jeunesse de l'INC, son président est dans la salle ici, après avoir analysé la situation ou les comportements de notre collègue, je crois qu'ils ont saisi la direction politique. Et les militaires d'Ouvira aussi sont très mécontents. Il apparaît clairement que notre collègue a choisi son camp. Il dit qu'il va là où les chefs trouvent des solutions pour son coin. C'est-à-dire qu'en ville aujourd'hui, il y a des courants avec 4 heures sur 24, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'eau, ainsi de suite. Et la sécurité. Je voudrais annoncer au cadre de base du parti ici qu'à la rentrée parlementaire prochaine, M. Bitakwira ne fera plus partie de notre regroupement politique. Il a déjà quitté le groupe parlementaire, mais il va quitter l'INC. Et je dis ceci, je dis qu'il quitte l'INC, mais la décision sera rendue publique par la prochaine réunion de la direction politique, parce que trop c'est trop. L'INC mène son combat. Ceux qui se fatiguent peuvent tomber comme des fruits, mais je crois que nous continuons la lutte. Et il restera toujours un ami, on se dira toujours bonjour. Lui qui a rejoint le bonheur, mais nous continuons la lutte, parce que le vrai bonheur, c'est la lutte. Oui, la question, nous prêtons des intentions au président de la République, au gouvernement, s'agissant des nominations des gouverneurs. Non, il n'est pas question de prêter des intentions. Le gouvernement a saisi la Cour constitutionnelle, et comme si les hasards ne suffisent pas, l'a saisi également. Donc nous voyons
la Cour constitutionnelle, nous la mettons en garde. Il ne faut pas qu'elle monte le triangle du glissement. Nous connaissons l'histoire des cours constitutionnels. Vous avez vu en Côte d'Ivoire. Ils ont été placés là-bas pour cautionner les irrégularités. Mais nous disons, nous avons confiance à l'équipe qui est là. Ce sont des personnalités. Et surtout que son président a dit, il est contre l'arbitraire. C'est le rempart pour les institutions de la République, pour la démocratie. S'ils osent se soumettre aux appétits des glisseurs, et ils connaîtront le même sort. Ah, parce que nous n'allons pas accepter, parce que l'article 64 n'épargne personne. Mais nous disons que nous leur faisons confiance. Nous leur faisons confiance. Ce sont des compatriotes. Mais quelle relation avez-vous avec l'UDPS et les autres partis de l'opposition? Nous sommes avec les autres partis de l'opposition dans la dynamique. Et je crois les choses connaissent bien. Alain Baya est là, moi-même je suis là, et nous travaillons sous l'œil, le commandement de notre chef, le président national Vital Kamerhe, à qui nous rendons des comptes, parce que c'est notre chef. Alors, à ce point, il ne se pose aucun problème. Mais la situation aujourd'hui de l'UDPS, mes frères, nous disons ceci. Avec l'UDPS, nous avons organisé un meeting en Djili. Au cours de ce meeting, vous étiez présents. Je parlais du président Dr Etienne Tshisekedi. Je lui ai dit qu'il était notre Mandela. C'était lui notre chef, l'espoir du Congo. Nous devons l'accompagner pour récupérer l'impérium. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Et pour ça, on m'a jeté à Makala. Parce que j'ai plaidé pour mon Mandela. Est-ce que le même Mandela reviendra me dire, moi, je me suis trompé, monsieur Ouangabo, vous êtes trompé, moi je glisse et tu restes? Moi je le vois. Soyons calmes. Attendons, vieux Titi, grand Titi, Mandela Titi, c'est un vieux communicateur. Tout ce qui parle à son nom, nous qui le connaissons, nous disons, attendons quoi. Les jours et les jours, sincèrement, les jours où il y a Titi dira de sa voix, ronque là, je rejoins là-bas, j'accepte le glissement, je m'en fous de délai constitutionnel, je veux faire une transition. Ces jours-là, je crois que nous prendrons nos responsabilités et notre peuple va nous soutenir. Voilà la réponse que je donne. La question de la CENI, vous avez raison, quand vous donnez naissance à un enfant, et quand il a grandi, il est allé aux États-Unis, s'il donne un coup de tête à quelqu'un là-bas, on reproche aux parents. La loi dit qu'à partir du moment où il prête serment à la CENI, il cesse d'être des membres des partis politiques. Maintenant, c'est l'honneur et le prestige de la personne qui est à la CENI. Votre parti, par son président, moi-même et les collègues ici, nous avons déjà sensibilisé messieurs Omba qui nous représentent. La CENI nous amène à la dérive. Il ne faut pas te faire humilier. Il faut prendre vos responsabilités. Et des fois, on lui demande craquer la porte. Et il nous dit, le moment venu, je vais craquer la porte. Et pas officiellement, parce qu'il n'appartient plus à l'INC. Donc sur cette question, il ne faut pas qu'on nous fasse transporter des braises chaudes sur la tête en disant vous avez un délégué là-bas. La loi dit qu'à partir du moment où il prête serment, il cesse d'appartenir au parti politique. Je crois là que là-dessus, j'ai donné la réponse. Merci beaucoup.